Blake Morrison avait toujours été un homme de principes absolus. À 42 ans, il avait bâti un empire à partir de rien à un seul chantier, une seule équipe de construction transformée en Morrison Development, l'un des noms les plus redoutés de l'immobilier commercial à travers tout le Midwest. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Sa réputation ne s'était pas forgée sur le charme ou les manigances politiques, mais sur un principe inébranlable: trahissez Blake Morrison une seule fois, et vous n'auriez jamais l'occasion de recommencer. Les cicatrices sur ses phalanges racontaient des histoires que ses associés d'affaires n'entendraient jamais. Ayant grandi dans les quartiers industriels de Détroit, Blake avait appris très tôt que le respect se méritait par la force, non par les mots. Son père, ouvrier sidérurgiste qui noyait son salaire dans l'alcool, lui avait inculqué cette leçon à coups de poing. Sa mère, quant à elle, lui avait enseigné une vérité plus cruelle encore, que ceux qui vous sont les plus proches sont parfois ceux qui vous font le plus de mal. Son bureau d'angle, perché au sommet d'un gratte-ciel de Chicago, surplombait la ligne d'horizon de la ville, un témoignage éclatant du chemin parcouru depuis les ruelles crasseuses de son enfance. Sur son bureau en acajou, importé du Brésil, étaient étalés les plans architecturaux de son dernier projet, une chaîne d'hôtels de luxe destinée à inscrire son nom dans la postérité. Mais en ce jour-là, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce jour-là, sa fille Lily, âgée de 11 ans, se trouvait à l'hôpital Northwestern Memorial. Et le monde, tel qu'il le connaissait, s'apprêtait à voler en éclats. Sa femme, Claire, avait toujours été le parfait contrepoids à son ambition, belle, sophistiquée, issue d'une riche famille de Highland Park qui lui avait ouvert des portes qu'il n'aurait jamais pu franchir seul. Ils s'étaient rencontrés lors d'un gala de charité. 8 ans auparavant, Blake était encore en train de construire sa réputation, tandis que Claire terminait son master en histoire de l'art. Elle avait été attirée par son intensité, sa soif de réussir. Lui, fasciné par son élégance, sa capacité à évoluer avec aisance dans des cercles sociaux qui le considéraient encore comme un intrus. Leur mariage avait été autant une alliance stratégique qu'une histoire d'amour. Claire apportait à son empire naissant la culture, les connexions et la crédibilité. Blake, en retour, lui offrait la sécurité, l'excitation et un train de vie que son propre fonds de dotation n'aurait pu soutenir seul. Pendant 7 ans, leur pacte avait fonctionné à merveille. Claire jouait à la perfection le rôle d'épouse modèle lors des dîners d'affaires, décorait leur manoir de Lake Forest avec des pièces dignes des musées, et surtout, elle lui avait donné Lily, la seule chose véritablement pure dans l'univers impitoyable de Blake. Lily avait hérité des traits délicats de sa mère et des yeux d'acier de son père. Précoce, brillante, et totalement inconsciente de l'ombre qui régnait derrière le calme glacial de son père. Pour cette petite fille, Blake aurait déplacé des montagnes. Et quiconque le connaissait savait qu'attenter à la vie de Lily Morrison équivalait à signer son propre arrêt de mort. Mais quelqu'un avait eu l'audace de franchir cette limite. L'appel était arrivé à 14h47, alors que Blake passait en revue des contrats. La voix de Claire, habituellement si posée, était brisée par la panique. « Blake, tu dois venir tout de suite à Northwestern. Lily s'est effondrée à l'école. Il pense qu'elle a été empoisonnée. » Le trajet vers l'hôpital n'était plus qu'un brouillard de klaxons, de feux rouges et de mâchoires crispées. L'esprit de Blake s'emballait, examinant toutes les possibilités, passant en revue ses ennemis, évaluant les menaces. Dans son métier, il s'était fait de nombreux adversaires, des promoteurs qui l'avaient surclassé, des entrepreneurs mis sur liste noire, des élus municipaux qui avaient appris à leurs dépens que Blake Morrison ne versait jamais de pot de vin. Il trouvait simplement d'autres moyens d'obtenir ce qu'il voulait. Mais aucun d'eux n'aurait osé s'en prendre à Lily. Il savait mieux que quiconque que c'était une ligne à ne jamais franchir. Claire l'attendait dans la salle d'urgence. Son maquillage parfait ravagé par les larmes, elle paraissait plus petite, presque frêle, une fragilité que Blake n'avait pas vue depuis les premiers jours de leur relation. « Les médecins font des analyses », dit-elle en s'accrochant à son bras. « Ils ont trouvé des traces de quelque chose dans son organisme. » Blake, qui pourrait faire une chose pareille à un enfant? Le docteur Paul Morrison, le frère cadet de Blake, et l'un des rares hommes en qui il avait une confiance absolue, émergea de la zone de traitement, le visage sombre. Paul avait choisi une voie différente. Il avait canalisé l'intensité propre au Morrison dans la médecine, plutôt que dans les affaires.
Là où Blake construisait, Paul soignait. Là où l'un inspirait la peur, l'autre inspirait la confiance. Mais en eux brûlait la même flamme intransigeante, la même incapacité à laisser une offense impunie. « Il faut qu'on parle », dit Paul d'une voix mesurée. En privé. Ils trouvèrent une salle de consultation vide. Paul ferma la porte avec soin. Les deux frères se tenaient face à face, Blake, dans son costume à 5 000 $, et Paul, en blouse tachée des vestiges d'un long service. Mais à cet instant, ils n'étaient plus que deux gamins de Détroit, deux fils d'un monde dur et rouillé, unis par une vérité simple, la famille, c'était tout ce qui comptait. Les analyses sont revenues, commença Paul, la mâchoire serrée. Lily a été systématiquement empoisonnée avec des métaux lourds. Du plomb, et du mercure, pour être précis. Ce n'est pas une exposition accidentelle, Blake. Quelqu'un lui administre ces doses. Régulièrement. Sans doute depuis des semaines. Blake sentit une froideur insoutenable s'installer en lui. Et, finalement, la vérité s'installa dans sa poitrine avec un poids glacé, très probablement, tout s'était fait par la nourriture ou la boisson. De petites doses, méticuleusement calculées, administrées au fil du temps pour provoquer une dégradation progressive de l'état de santé juste assez pour éroder l'organisme, mais pas assez pour éveiller les soupçons immédiatement. Celui qui avait fait ça possédait des connaissances médicales précises. Il savait exactement quelle quantité administrer pour endommager les organes sans provoquer la mort immédiate. « Est-ce qu'elle va s'en sortir ?» demanda Blake. « Elle s'en remettra », répondit Paul, d'une voix tendue. « Mais il pourrait y avoir des séquelles à long terme. Des troubles cognitifs. Des problèmes rénaux. Nous ne pourrons mesurer l'étendue des dégâts que dans plusieurs mois. » La voix de Paul se fit soudainement plus basse, un murmure presque conspirateur. « Blake. Il y a autre chose. Quelque chose que je ne voulais pas dire devant Claire. » Les yeux gris de Blake devinrent durs, vides. Ce regard glacial qui, autrefois, avait fait reculer des hommes d'affaires aguerris au sommet de tables de négociation. Quoi? Le rythme des doses. L'évolution des symptômes. J'ai le sentiment que la personne qui a fait ça préparait quelque chose de plus grave. Ça ressemble à un test. Une répétition générale, Blake. Comme si elle peaufinait la dose fatale. Un silence pesant s'installa entre les deux frères, chargé d'implications qu'aucun n'osait encore formuler. Finalement, Blake parla. Ces mots, taillés dans la glace. Où est Lily maintenant? Stable. Elle dort. Le danger immédiat est passé, mais... Paul attrapa le bras de son frère. Blake, je dois te demander. Qui a un accès régulier à sa nourriture? Qui aurait pu faire ça sans éveiller le moindre soupçon? L'esprit de Blake s'était déjà mis en marche, triant les possibilités avec la rigueur glaciale qui avait fait sa fortune. L'école de Lily fournissait les repas du midi, mais elle apportait souvent sa propre nourriture. Claire préparait son petit déjeuner chaque matin, lui confectionnait ses collations, supervisait ses dîners. La gouvernante, Madame Rodriguez, l'aidait parfois à la préparation des repas, mais elle travaillait pour eux depuis 3 ans et traitait Lily comme sa propre petite fille. « Je dois voir ma fille », dit Blake. Ils regagnèrent les couloirs froids et impersonnels de l'hôpital. L'esprit de Blake tournait comme un ordinateur en surchauffe. Quelqu'un avait voulu blesser Lily. Quelqu'un qui avait accès. Qui savait ce qu'il faisait. Quelqu'un capable d'une patience macabre pour exécuter un meurtre lent. Quelqu'un qui croyait pouvoir s'en prendre à la famille de Blake Morrison, et s'en sortir indemne. Cette personne allait bientôt comprendre à quel point elle se trompait. Lily semblait incroyablement frêle dans son lit d'hôpital. Ses cheveux sombres se répandaient sur l'oreiller comme de l'encre renversée. Des tuyaux fins s'enfonçaient dans ses bras minces. Les moniteurs bipaient doucement, mesurant les battements d'un cœur que quelqu'un avait tenté de faire taire à jamais. Claire était assise à son chevet, tenant la main de leur fille et lui murmurant des paroles apaisantes. Blake resta figé dans l'embrasure de la porte, regardant les deux êtres les plus précieux de sa vie. Et, en silence, quelque chose de profond se brisa en lui. Les contrats, les immeubles, l'empire qu'il avait bâti, rien de tout cela ne comptait face à cet enfant respirant lentement dans ce lit stérile.
Et quelqu'un avait essayé de le lui arracher. Monsieur Morrison, dit une infirmière en s'approchant doucement. Un détective est ici pour vous parler du cas de votre fille. Blake hocha la tête et suivit l'infirmière jusqu'à une salle de consultation, où l'attendait une femme d'une quarantaine d'années à l'allure fatiguée. Un badge pendait à son col. Détective Carmen Rodriguez, précisa-t-elle. Aucune relation avec votre gouvernante. Son visage portait les traces d'années passées à observer le côté le plus sombre de la nature humaine. Monsieur Morrison, je vais m'occuper de l'enquête concernant votre fille. J'aurai besoin de vous poser quelques questions concernant l'accès à sa nourriture et ses boissons. Durant l'heure qui suivit, Blake déroula méthodiquement le quotidien de Lily, donnant nom, horaire et point d'accès avec la précision d'un général en opération. La détective prenait des notes, intervenant de temps à autre pour demander une précision. Mais Blake lisait dans ses yeux qu'elle en venait à la même conclusion que lui, ce crime venait de l'intérieur. Lorsque l'entretien prit fin, le téléphone de Blake vibra. Un message de Claire. Elle est réveillée. Elle demande après toi. Il s'excusa et retourna au chevet de sa fille. Les yeux de Lily s'ouvrirent lorsqu'il approcha. Elle esquissa un sourire fragile qui le transperça. « Papa, murmura-t-elle. Je me sens pas bien. Je sais, ma chérie. Mais tu vas t'en sortir. Les médecins prennent bien soin de toi. Je peux rentrer bientôt. » Blake caressa doucement ses cheveux, la main légèrement tremblante. « Bientôt, mon trésor. Très bientôt. » Mais tandis qu'il regardait le visage pâle de sa fille, Blake Morrison formula une promesse silencieuse. Celui qui avait fait ça allait payer. Pas avec des avocats. Pas avec la police. Pas avec la justice propre et aseptisée d'un tribunal. Non. Il paierait dans le sang, la peur, et une souffrance si profonde qu'elle laisserait des cicatrices sur l'âme. Parce que Blake Morrison ne pardonnait jamais. Et il n'oubliait pas. Chapitre 2, Fissure dans les fondations. Les 3 jours suivants se déroulèrent dans un brouillard fait de visites à l'hôpital, d'entretiens avec la police et d'une chorégraphie soigneusement orchestrée d'une famille au bord du gouffre. Pour la première fois en des années, Blake prit congé de sa société. Il fit poster des agents de sécurité devant la chambre de Lily et dormit dans un fauteuil inconfortable qui lui brisait le dos et lui échauffait la colère. Claire, quant à elle, semblait mieux gérer la tension qu'il ne l'aurait cru. Elle avait organisé un planning de visite, contacté l'école pour que les devoirs soient envoyés à la maison, et maintenait cette efficacité calme qui faisait d'elle un atout si précieux lors des réceptions professionnelles. Mais Blake notait de petits détails. Le regard qu'elle détournait lors des questions du détective. La façon précise avec laquelle elle savait quels aliments ou boissons apporter à Lily. Le soin avec lequel elle formulait ses réponses au sujet de la routine de leur fille. C'est Paul qui mit les mots sur ce que Blake commençait à redouter. « As-tu remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement de Claire ?» demanda-t-il lors d'un aparté dans la cafétéria de l'hôpital. Il remuait distraitement son café, ses mains de chirurgien toujours d'une stabilité parfaite malgré la fatigue marquée sur son visage. Blake y avait pensé, bien sûr. Mais l'entendre ainsi formulé lui fit l'effet de morceaux de verre dans la gorge. « Que veux-tu dire ? La chronologie ne colle pas, Blake. Lily est malade depuis des semaines. Fatigue, nausées, maux de tête. Et Claire a décrit au médecin des symptômes très spécifiques. Comme si elle suivait l'évolution de manière méthodique. Comme si elle savait à quoi s'attendre. » Il marqua une pause, puis poursuivit, la voix plus basse, plus lourde. « Je ne veux pas y croire, moi non plus. Mais on doit envisager toutes les hypothèses. Claire a l'accès. Elle a les moyens. » Et il hésita encore, puis ajouta. « Blake, quand est-ce la dernière fois que tu as vraiment regardé ton mariage ? » Vraiment regardé ? La mâchoire de Blake se contracta. Son union avec Claire avait toujours été un partenariat plus qu'une passion. Mais ça fonctionnait. Ils évoluaient dans des sphères séparées, lui dans les affaires et la sécurité, elle dans le social et... En matière d'organisation domestique, ils avaient formé un tandem efficace. Ensemble, ils avaient bâti quelque chose de solide, presque admirable.
Mais à présent que Paul avait semé la graine du doute, Blake se surprenait à repenser à ces petites incohérences qu'il avait jusque-là ignorées. Les appels téléphoniques tardifs que Claire attribuait à son club de lecture. Le fait qu'elle s'était mise à fréquenter une salle de sport à l'autre bout de la ville, au lieu de celle, plus proche, qu'ils utilisaient ensemble depuis des années. Son soudain engouement pour la nutrition et les compléments vitaminiques, qu'elle justifiait par un souci de préserver la santé de Lily. Cette lingerie onéreuse découverte dans un tiroir, jamais portée pour lui. « J'ai besoin de preuves », dit enfin Blake, d'une voix aussi tranchante qu'un rasoir. « Quel genre de preuves tu cherches ?» Le sourire de Blake avait la froideur d'une vitre couverte de givre. Le genre de preuve qui met fin à des carrières. Qui détruit des vies. Ce soir-là, pour la première fois depuis l'hospitalisation de Lily, Blake retourna dans leur demeure de Lake Forest. La majestueuse maison de style colonial géorgien trônait au milieu de 2 hectares soigneusement entretenus. Chaque détail, jusqu'aux compositions florales saisonnières que Claire renouvelait scrupuleusement chaque mois, respirait la réussite. Mais désormais, tout cela avait des allures de scène de crime. Madame Rodriguez, leur gouvernante depuis plus de 10 ans, l'accueillit à la porte. Son visage parcheminé exprimait une inquiétude sincère. « Monsieur Blake. Comment va notre petit ange ? Elle va s'en sortir, Maria. Mais j'ai besoin de vous poser une question. Et j'ai besoin que vous me répondiez avec une sincérité absolue. » Ils s'installèrent dans la cuisine où Maria avait cuisiné des centaines de repas pour sa famille. Blake avait toujours apprécié son franc-parler. Elle faisait partie des rares personnes que sa réputation ne semblait pas intimider. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans le comportement de Madame Morrison récemment ? Des changements d'habitude, des manies nouvelles ?» Maria serra nerveusement son tablier entre ses doigts. « Je n'aime pas dire du mal de Madame Morrison. Elle a toujours été bonne avec moi. Elle m'augmente, ne se plaint jamais. Maria, quelqu'un a empoisonné Lily. Quelqu'un qui avait accès à sa nourriture. Il faut que vous me disiez si vous avez vu quoi que ce soit, même un détail qui pourrait m'aider à comprendre. » Le visage de la vieille femme devint livide. « Dio mio, empoisonné. Notre bébé a été empoisonné. Les médecins en sont certains. Maintenant, s'il vous plaît, réfléchissez bien. Tout ce que vous pouvez me dire. » Elle resta silencieuse un long moment, les yeux fixés sur ses mains, puis elle leva les yeux, brillants de larmes. Madame Morrison, elle a commencé à préparer le petit déjeuner de Lily elle-même, chaque matin, depuis environ 2 mois. Elle disait vouloir passer plus de temps avec elle, être plus présente. Avant cela, Lily mangeait des céréales ou du pain grillé, la plupart du temps. Et maintenant, des smoothies spéciaux. Avec des vitamines et des compléments alimentaires. Madame Morrison disait que ça rendrait Lily forte et intelligente. Elle gardait tous les ingrédients dans un placard fermé à clé dans le garde-manger. Elle disait que c'était cher, qu'il ne fallait pas les gaspiller. Blake sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. « Montrez-moi ce placard. » Le placard en question était petit, fixé en hauteur dans le garde-manger. Blake n'y avait jamais prêté attention auparavant, Claire s'était toujours occupée de tout ce qui concernait la maison. Maria le désigna d'un doigt tremblant. Elle est la seule à avoir la clé. Elle la garde toujours sur son porte-clés. Blake examina la serrure. Un simple mécanisme à barillet, un jeu d'enfant pour lui, qui avait appris à forcer ce genre de serrure dans les rues de Détroit, durant une jeunesse peu glorieuse. En moins de 30 secondes, le placard était ouvert. À l'intérieur, des flacons de compléments, des poudres protéinées, des superaliments exotiques. Tout semblait en règle, tout était soigneusement organisé. Mais derrière un grand pot de spiruline, Blake trouva ce qui lui fit voir rouge, un petit flacon en verre, sans étiquette, contenant un liquide transparent. Juste à côté, une balance digitale de précision et un jeu de minuscules cuillères doseuses. Blake prit des photos de chaque élément avec son téléphone, referma le placard, le verrouilla à nouveau, puis appela Paul. « J'ai trouvé quelque chose. Tu peux analyser un échantillon liquide si je te l'apporte. Blake, si tu penses à ce à quoi je pense. Tu peux ou tu peux pas. » La voix de Paul se fit grave, tranchante.
Apporte-le au labo. Mais fais très attention à la façon dont tu manipules ça. Si Claire est impliquée, l'affronter de front pourrait être dangereux. Ne t'en fais pas pour moi, petit frère. J'ai passé ma vie à traiter avec des gens dangereux. Mais en gravissant les marches qui menaient à la chambre principale, Blake sentit la différence. Ce n'était ni un rival d'affaires, ni un politicien véreux. C'était sa femme. La femme qui partageait son lit depuis 7 ans. La mère de sa fille. Celle qui connaissait ses habitudes, ses points faibles, ses secrets les plus intimes. Et si Claire avait réellement tenté d'empoisonner Lily, il n'y avait qu'une seule explication, elle préparait l'avenir de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui ne voulait pas que la fille de Blake Morrison hérite de ce qu'il avait bâti. Blake s'assit sur le bord du lit conjugal et ouvrit son ordinateur portable. Si sa femme le trahissait, elle n'était pas seule. Et Blake Morrison avait des ressources bien au-delà de ce que la plupart des gens pouvaient imaginer. En moins d'une heure, il engagea 3 agences de détectives privées différentes, chacune chargée d'un PN spécifique de la vie de Claire, sans que les autres ne soient informés. Relevés téléphoniques, comptes bancaires, déplacements quotidiens, tout serait surveillé, documenté, disséqué. Il activa aussi un système de sécurité qu'il avait installé en secret et dont Claire n'avait jamais eu connaissance, un réseau de caméras et de micros, enregistrant son et images dans chaque pièce de la maison. Lorsque Claire rentra de l'hôpital ce soir-là, Blake l'attendait dans son bureau, un verre de bourbon à la main, l'expression aussi lisse qu'un miroir. « Comment va Lily ?» demanda-t-il. « Mieux. Paul pense qu'elle pourra rentrer à la maison dès demain. » Claire s'installa en face de lui, élégante et calme, malgré les tensions de ces derniers jours. « Je pensais qu'on pourrait engager une infirmière à plein temps pour la première semaine, juste par précaution. » Bonne idée. Le détective Rodriguez a-t-il des nouvelles? Rien de significatif. Elle continue à interroger toutes les personnes qui ont eu accès à la nourriture de Lily. Sa voix restait posée, mais Blake nota qu'elle jouait nerveusement avec son alliance. « Tu crois qu'on devrait améliorer notre sécurité, au cas où quelqu'un essaierait encore de nuire à Lily? » Déjà fait. Le système est en cours de mise à jour complète. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Il modernisait bien le système, mais pas de la manière que Claire s'imaginait. Ils parlèrent encore 1 heure de la convalescence de Lily, des plannings de travail, des rendez-vous médicaux. Une conversation normale entre 2 parents soucieux de leur enfant. Mais sous cette banalité apparente, Blake observait sa femme avec la même acuité prédatrice qu'il avait autrefois réservée à ses adversaires commerciaux. Et Claire Morrison, la femme en qui il avait placé son cœur, et la vie de sa fille commençait à lui apparaître comme une proie. Cette nuit-là, tandis que Claire dormait à ses côtés, Blake fixait le plafond, l'esprit glacé, méthodique, planifiant la suite avec la précision d'un général en campagne. Si sa femme l'avait trahi, elle découvrirait bientôt que la réputation de Blake Morrison pour sa cruauté n'avait pas été exagérée. Elle avait été édulcorée. Et de l'acétate de plomb tamponné pour retarder l'absorption. Il fallait des connaissances poussées en chimie pour concocter cela. Blake, ce n'est pas quelque chose que tu pourrais simplement trouver sur Internet. Blake était assis dans sa voiture, garé face à un chantier en plein cœur de Chicago. Des ouvriers s'affairaient à couler du béton, posant les fondations de ce qui deviendrait bientôt le dernier complexe commercial de luxe de la ville. Il observait cette scène avec une attention teintée d'amertume. La métaphore ne lui échappait pas, les fondations, elles pouvaient être solides, inébranlables, ou bien elles pouvaient s'effondrer, tout dépendait de ce qu'on y mettait dès le début. Combien de temps faudrait-il pour tuer quelqu'un avec ce dosage, demanda-t-il, les yeux toujours rivés sur le béton qui se figeait lentement. En me basant sur les analyses de sang de Lily, répondit Paul, sa voix soudain plus grave, il faudrait entre 4 et 6 mois pour un adulte. Peut-être la moitié pour un enfant. Il marqua une pause. Mais Blake? Il y a autre chose. J'ai fait passer ce composé dans notre base de données toxicologiques. Cette formulation exacte, elle a déjà été repérée. Blake se tourna lentement vers le vide, son esprit s'agitant. Où, demanda-t-il. 3 cas, au cours des 2 dernières années. Tous d'abord classés comme des morts naturelles. Défaillance rénale, troubles neurologiques, arrêt cardiaque.
Des personnes âgées, riches, toutes avec de grosses fortunes. Mais leurs familles ont demandé des autopsies privées après avoir développé des soupçons, et c'est là que nous avons découvert l'empoisonnement. Le monde de Blake vacilla. Tu es en train de me dire que c'est un schéma? Je te dis qu'on est face à une opération extrêmement sophistiquée, et que ta femme, elle n'est peut-être pas la tête pensante. Elle pourrait n'être que la dernière recrue. Le souffle de Blake se coupa. Claire ne l'avait peut-être pas seulement trahi. Elle faisait peut-être partie d'un plan plus vaste. Quelqu'un avait ciblé sa famille. Quelqu'un avait étudié leur vie, décelé leurs failles, et transformé sa propre femme en arme. J'ai besoin de noms, Paul. Les autres victimes. Blake. C'est une affaire de police maintenant. Si c'est un complot organisé, les procédures vont être longues et bavardes. D'ici à ce qu'une enquête aboutisse, Claire aura peut-être disparu. Ou Lily pourrait avoir un autre accident. Blake répondit d'une voix ferme. Je vais plus vite qu'eux. Et je parle aux gens de façon à ce qu'ils me répondent tout de suite. Paul garda le silence. Blake pouvait presque entendre le conflit intérieur de son frère, le serment d'Hippocrate contre la loyauté familiale. La famille gagna. Comme Blake savait qu'elle le ferait. Je t'envoie les dossiers. Mais promets-moi de ne rien faire, d'irréversible. Je n'ai encore rien fait dont je ne pourrais vivre, petit frère. Et ce n'est pas ce soir que je vais commencer. Les trois victimes formaient un tableau terrifiant. Margaret Whitfield, 73 ans, veuve d'un fondateur d'un laboratoire pharmaceutique, empoisonnée sur 6 mois, morte d'une défaillance rénale. Sa fortune de 42 millions de dollars avait été héritée par la femme de son neveu, qui s'était occupé d'elle durant sa maladie. David Shinn, 58 ans, entrepreneur dans la tech, sans enfant. Empoisonné sur 4 mois. Décès par déclin neurologique apparent. Sa fortune de 18 millions avait été transmise à sa jeune seconde épouse, qui l'avait convaincu de modifier son testament quelques mois avant sa mort. Robert Vasquez, 61 ans, promoteur immobilier à la vie familiale compliquée. Empoisonné sur 5 mois. Décès par crise cardiaque. Sa fortune de 31 millions avait été laissée à sa fille adoptive, récemment réconciliée avec lui et qui l'avait persuadé de désavouer ses autres enfants dans son testament. Le schéma était limpide, cible fortunée, dynamique familiale complexe, héritier ayant eu un accès intime durant la période d'empoisonnement. Mais ce qui glaça le sang de Blake, ce fut ce qu'il découvrit en creusant davantage. La femme du neveu de Margaret Whitfield, Helena Santos, avait été assistante en recherche pharmaceutique. La seconde épouse de David Shinn, Ashley Kim, possédait un master en biochimie. La fille de Robert Vasquez, Carmen Vasquez Miller, avait fait des études de médecine, mais n'avait jamais exercé. 3 femmes, toutes avec des compétences suffisantes pour créer des poisons complexes. 3 femmes, introduites dans des familles riches, par le sang ou le mariage. 3 femmes, toutes devenues très riches en moins de 18 mois. Mais ce fut une autre connexion qui fit trembler Blake de rage, les relevés de cartes de crédit de Claire. Depuis 1 an, elle effectuait des paiements mensuels à Meridian Wellness Consulting, une société domiciliée dans un immeuble luxueux du centre-ville. Quand Blake s'y rendit, la suite était vide. Une adresse de réexpédition menait aux îles Caïmans. Helena Santos. Ashley Kim. Carmen Vasquez Miller. Tout avait versé de l'argent à cette même société. Blake Morrison avait mis 20 ans à bâtir son empire. Par la stratégie, la patience, la prévoyance. Et maintenant, il affrontait un adversaire qui jouait au même jeu, mais qui avait commis une seule erreur, s'en prendre à sa fille. Ce soir-là, Blake retourna à l'hôpital avec un ours en peluche pour Lily et une performance soigneusement préparée pour Claire. Il l'embrassa sur la joue, parla des procédures de sortie, évoqua la convalescence de leur fille avec toute la tendresse d'un père attentionné. Son téléphone enregistrait chaque mot. Et les détectives privés qu'il avait engagés étaient déjà en poste, prêts à suivre Claire dès leur départ de l'hôpital. Je pensais, dit Blake en chargeant les cadeaux dans la voiture, qu'on pourrait prévoir des vacances en famille, une fois que Lily sera complètement rétablie. Quelque part de tropical, peut-être les Caraïbes?
Le visage de Claire s'illumina d'un sourire apparemment sincère. Ce serait merveilleux. Lily adorerait ça. Je demanderai à mon agent de voyage quelques suggestions. Peut-être un endroit isolé, où l'on pourrait vraiment se reposer sans interruption. Blake hochait la tête en silence. Mais pendant qu'elle rêvait d'îles paradisiaques, lui préparait un tout autre genre de voyage. Les Caïmans étaient réputés pour la beauté de leurs plages, et la discrétion de leurs banques. Des endroits où les riches disparaissaient sans laisser de traces. Mais Blake Morrison n'avait pas l'intention de disparaître. Il comptait faire disparaître d'autres personnes. Et chaque trace de l'organisation qui avait osé s'en prendre à sa famille. Sur le chemin du retour, Lily babillait d'excitation à l'idée de retrouver sa chambre, ses jouets, sa vie. Blake l'observait dans le rétroviseur, notant la couleur qui revenait sur ses joues, l'énergie dans sa voix. Elle allait s'en sortir. Elle allait grandir. Et un jour, hériter de tout ce qu'il avait construit. Mais d'abord, il allait détruire tous ceux qui avaient essayé de lui voler cet avenir. En arrivant devant leur maison, le téléphone de Blake vibra. Un message, cible identifiée. Photo et enregistrement audio. Quand voulez-vous le rapport complet? Blake répondit simplement. Ce soir. Tout. Claire, elle, bavardait sur le retour à la routine de Lily, sur la réintroduction progressive des aliments, sur les rendez-vous de suivi avec Paul. Une mère dévouée, préoccupée uniquement par la santé de sa fille. Une actrice de talent. Mais Blake Morrison avait joué des rôles toute sa vie. Et il jouait mieux qu'elle. Et rapidement, Richard Hawthorne avait pris en charge les affaires juridiques de Blake depuis maintenant 15 ans, depuis le jour où Blake l'avait sorti d'un cabinet de second ordre pour lui offrir le double de son salaire, à condition qu'il travaille exclusivement pour Morrison Développement. Richard était discret, efficace, et surtout, il n'avait jamais posé de questions gênantes sur les méthodes commerciales parfois troubles de Blake. Quel genre de document, demanda-t-il, sans lever les yeux. Les papiers du divorce. Je veux tout. La garde exclusive de Lily. Une protection financière complète. Et une clause qui empêche Claire de contester quoi que ce soit. Et aussi, j'ai besoin que tu enquêtes sur quelque chose qui s'appelle Meridian Wellness Consulting, ainsi que sur toute connexion possible avec un certain 3MAT, de Miami. Blake, que se passe-t-il? Blake regarda son avocat droit dans les yeux. Une guerre, Richard. Et j'ai bien l'intention de la gagner. Le second appel de Blake fut destiné à Marcus Webb, un ancien militaire reconverti dans la sécurité privée. Il avait déjà géré des situations délicates pour Morrison Développement, lorsqu'aucune solution conventionnelle ne suffisait. Avec 12 années passées dans les opérations spéciales, Marcus savait que certains problèmes exigeaient des solutions définitives. J'ai besoin d'une surveillance complète sur 2 cibles, dit Blake. Tout, communication, déplacement, fréquentation, activité financière. Et Marcus, je dois savoir s'ils envisagent de quitter le pays. C'est pour quand? Pour hier. L'heure suivante, Blake la passa à éplucher les dossiers financiers que ses enquêteurs lui avaient transmis. La carte bancaire secrète de Claire révélait des paiements non seulement à Meridian Wellness Consulting, mais aussi à une douzaine d'autres sociétés liées à une même adresse aux îles Caïmans. Réservation de voyage, avance de fonds en liquide, hôtel de luxe. Sa femme préparait quelque chose depuis des mois. Mais la pièce la plus accablante, c'était ce qu'on avait extrait de l'historique du navigateur de l'ordinateur familial, celui qu'elle croyait privé. Recherche sur des poisons intraçables, le droit des successions, les indemnisations d'assurance vie en cas de mort accidentelle, et la liste des pays sans traité d'extradition. Claire Morrison n'était pas simplement infidèle. Elle préparait le meurtre de sa propre famille. Ce soir-là, Blake s'installa dans son bureau et appela Paul. Les policiers vont trouver le poison chez nous demain. Claire va être arrêtée. C'est bien. Le système judiciaire fonctionne. Elle ira en prison. Lily sera en sécurité. Non, répondit Blake, d'une voix douce mais glaciale. Le système judiciaire est lent, incertain. Claire a des ressources, des relations, des avocats hors de prix. Elle pourrait s'en sortir. Elle dira que c'est quelqu'un d'autre qui a placé les preuves.
qu'elle a été manipulée par son amant. Même condamnée, avec bonne conduite, elle pourrait être libre dans 10 ans. Blake, à quoi tu penses? Je pense que Claire et son amant ont fait une erreur monumentale. Ils ont cru que j'étais juste un autre riche pigeon. Une victime de plus à manipuler et à éliminer. Ils n'ont pas fait assez de recherches sur leur cible. Paul se tendit, inquiet. Qu'est-ce que ça veut dire? Blake sourit. Si Paul avait pu voir ce sourire, il aurait sans doute appelé un psychiatre sur le champ. Cela veut dire qu'avant d'être un homme d'affaires prospère, j'étais un jeune homme très dangereux, qui a appris à résoudre les problèmes de manière définitive. Ils vont bientôt découvrir qu'il y a des proies qui se défendent. Et qu'on ne peut pas faire de certaines personnes des victimes, tout au plus, leur poser un léger désagrément temporaire. Blake ne fait rien d'irréversible. Tout est réversible, Paul. La vraie question est, restera-t-il quelqu'un en vie pour s'en charger? Blake raccrocha, puis ouvrit son ordinateur portable. Les relevés bancaires de 3 maths obtenus par des méthodes que Richard n'aurait jamais besoin de connaître dressaient le portrait d'un homme qui avait bâti sa carrière sur la séduction de femmes fortunées, suivie de morts opportunes. Ces 5 dernières années, il avait été lié à 6 femmes dont les maris étaient morts subitement, 2 crises cardiaques, un accident de voiture, une noyade, une chute de balcon, et un suicide apparent. Tous classés comme des accidents ou des causes naturelles. Et dans chaque cas, les veuves avaient touché de confortables héritages. 3 maths était un tueur professionnel. Et Claire était sa dernière recrue. Mais Blake Morrison était sur le point de leur apprendre qu'il existait des proies qui mordent. Le lendemain matin, Blake embrassa sa femme et lui dit qu'il l'aimait. Il serra Lily dans ses bras, elle avait déjà meilleure mine, après seulement 2 jours sans les smoothies empoisonnés de sa mère. Il se rendit à son bureau, mena 3 réunions d'affaires avec sa rigueur habituelle, puis, à 14h30, il observa depuis la fenêtre de son bureau les voitures de police encercler la maison où Claire préparait le déjeuner pour la fillette qu'elle avait tenté d'empoisonner. Le soir même, Claire Morrison était en garde à vue, inculpée de tentative de meurtre, mise en danger d'un enfant, et complot criminel. Les preuves étaient accablantes, le poison dans le placard verrouillé, la balance électronique, les paiements vers une organisation criminelle connue. Mais pour Blake Morrison, ce n'était que le début. Car Claire et Troy avaient eu la naïveté de croire que l'arrestation des complices suffisait à clore l'affaire. Ils avaient oublié une chose, Blake Morrison avait bâti sa réputation sur une règle sacrée, il allait toujours jusqu'au bout. Et il le faisait à sa manière. Chapitre 5, les titans du net. La mise en accusation de Claire provoqua un véritable cirque médiatique. L'histoire avait tout ce que les journalistes de Chicago adoraient, une famille aisée des beaux quartiers, du poison, un enfant en danger, une épouse adultère, un amant mystérieux. Blake s'assit au premier rang du tribunal, vêtu de son plus beau costume et arborant une expression de trahison dévastée qui fit mouche devant les caméras. La juge fixa la caution à 2 millions de dollars. Blake aurait pu la payer d'un simple claquement de doigts, mais il ne bougea pas, tandis que l'avocat de Claire plaidait pour une réduction. Qu'elle reste quelques jours de plus au centre de détention du comté. Qu'elle goûte à l'impuissance. Après l'audience, Blake retrouva la détective Rodriguez dans la cafétéria du tribunal. « Nous avons des preuves solides pour la tentative de meurtre, » dit-elle en remuant son sucre. Mais la task force fédérale s'intéresse à la conspiration au sens large. Ces paiements à Meridian Wellness Consulting laissent entendre que votre épouse faisait partie de quelque chose de plus vaste. Que voulez-vous de moi? Votre coopération. Si Claire cherche à négocier en dénonçant ses complices, nous devons être en mesure de vérifier ce qu'elle dit. Blake acquiesça, grave. Tout ce qu'il faudra pour éviter à d'autres familles ce que la mienne a traversé. Ce qu'il ne dit pas à la détective, c'est qu'il avait déjà localisé le véritable siège de Meridian Wellness Consulting. Pas une boîte postale dans les îles Caïmans, mais un luxueux immeuble de bureau au cœur de Miami. Là où Troy Matt disposait d'une suite, enregistrée sous son vrai nom, Dr Troy Matt, ancien professeur de biochimie à l'université de Miami, discrètement licencié 3 ans auparavant pour avoir mené des recherches non autorisées sur des toxines intraçables. L'équipe de Blake à Miami surveillait les lieux depuis 48 heures. Troy était toujours, apparemment convaincu que son opération était hors de danger. Il y rencontrait chaque jour 2 autres femmes,
Elena Santos et Carmen Vasquez Miller, toutes deux bénéficiaires des cas précédents d'empoisonnement. Ensemble, ils dirigeaient un cabinet de conseil destiné à aider des femmes riches à se débarrasser d'un mari ou d'un enfant devenu gênant. Mais ils avaient commis une erreur capitale, s'en prendre à la famille de Blake Morrison. Ce soir-là, Blake alla rendre visite à Lily, chez la mère de Claire, à Highland Park. Patricia Whitmore, matriarche au chignon d'acier, n'avait jamais totalement approuvé le mariage de sa fille avec un homme au passé aussi obscur que Blake. Mais elle avait toujours adoré Lily, et Blake savait que sa fille serait en sécurité ici, pendant qu'il réglerait ce qu'il y avait à régler. « Mamie Pat m'apprend à jouer au bridge », annonça Lily pendant le dîner. « Elle dit que je suis très intelligente et que je pourrais être très forte. »« Tu es assez intelligente pour être forte en tout », répondit Blake en l'embrassant sur le front. La fillette récupérait vite. Son incroyable résilience surmontait déjà les ravages que sa propre mère avait tenté de lui infliger. « Est-ce que ça te va de rester ici encore quelques jours pendant que je m'occupe de certaines choses ? Maman est vraiment malade ?» Blake lui avait expliqué que sa mère était à l'hôpital pour une maladie qui lui faisait faire des choses qu'elle ne voulait pas vraiment faire. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. « Oui, mon trésor. Mais elle va s'en sortir. Elle reviendra bientôt à la maison ?» Blake plongea son regard dans les yeux gris confiants de sa fille, et fit une autre promesse silencieuse. Lily n'aurait plus jamais à craindre sa mère. « On verra, chérie. Ce qui compte, c'est que toi, tu es en sécurité. » Et ce soir-là, après avoir couvert Lily pour la nuit, Blake retrouva Patricia Whitmore dans son bureau. Elle lui servit un verre de scotch âgé de 30 ans, puis s'installa dans le fauteuil en cuir en face de lui. « J'imagine que tu veux la garde », lâcha-t-elle sans préambule. Pleine, complète et incontestée, Patricia hocha la tête. Claire est toujours trop fragile, trop influençable, trop encline au raccourci. J'espérais qu'un mariage avec quelqu'un comme toi lui apporterait un cadre solide, une personne comme moi, avec de la rigueur, qui comprend que chaque action a ses conséquences. Elle prit une gorgée de son scotch, pensive. J'ai déjà contacté mon avocat. Nous appuierons ta demande de garde. Lily a besoin de stabilité, pas d'une mère qui. Elle désigna vaguement la porte, incapable de prononcer ce que Claire avait fait. Merci, répondit Blake. Ne me remercie pas, fais juste en sorte que Claire paie pour ce qu'elle a fait à cet enfant. Le sourire de Blake se fit fin et tranchant. Oh, elle le fera. Tous le feront. Le lendemain matin, Blake s'envola pour Miami à bord de son jet privé. À son équipe, il annonça qu'il rencontrait de potentiels investisseurs pour un projet immobilier en Floride du Sud. Ce n'était pas entièrement mensonger, il prévoyait effectivement d'investir dans l'immobilier de Miami, en particulier sur une propriété isolée où certains problèmes commerciaux pourraient être résolus, définitivement et discrètement. À l'aéroport, Marcus Webb l'attendait, muni de photos de surveillance et de rapports de renseignement. Cible habituée à un emploi du temps régulier, expliqua Marcus alors qu'il se dirigeait vers le centre-ville de Miami. Boulot en journée, salle de sport le soir, appartement en Pantou sur Brickell Avenue. Il a des caméras de sécurité, mais aucun garde du corps. Confiant, peut-être trop. Et les deux femmes, demanda Blake. Elena Santos vit à Coral Gables, quartier UP Menoncle. Carmen Vasquez Miller possède un condo à South Beach. Elle reste discrète, présence minimale sur les réseaux. Prudente, mais pas paranoïaque. Blake examina les clichés du bâtiment de 3 mâts, verre et acier, l'endroit rêvé pour des jeunes professionnels ayant fait fortune. La couverture parfaite pour une « opération de consulting ». Un euphémisme pour meurtre organisé. « Je veux lui parler », dit Blake. « Ce n'est pas conseillé », fit Marcus. « Il n'est pas lié à la mafia. Il dirige une opération raffinée, destinée à des familles riches, très sélectives, redoutablement intelligentes. Mais il n'est pas prêt à rencontrer quelqu'un qui riposte. » Marcus resta silencieux un instant. « De quel type de conversation parles-tu » Blake, calme, professionnel, répondit. « Celle où je lui explique combien de familles il a détruites. Où il nous aide à contacter les proches de ses victimes. Où,
Ensuite, il s'excuse pour ce qu'il a fait à ma fille. Et, après ses excuses, 3Mat disparaît, avec ses associés, et tous ceux qui connaissent leur petite entreprise de consultants en meurtre. Marcus hocha la tête, respectueux, en 15 ans aux côtés de Blake Morrison, il n'avait jamais remis en question la méthode. Blake payait généreusement, n'exposait jamais ses hommes à des risques qu'il ne prendrait lui-même, et ne laissait personne tomber quand les choses tournaient mal. Ceux qu'il avait trahis avaient subi des retournements de fortune soudains, faillite, disparition, parfois une fin tragique. « Il me faudra 12 heures pour tout mettre en place », répondit Marcus. « Tu as 6, répliqua Blake. Pendant l'après-midi, Blake arpenta le district financier de Miami, à l'affût du terrain. Il avait bâti son empire à Chicago en comprenant chaque quartier, chaque immeuble, chaque vulnérabilité. Miami, en revanche, était différente, argent récent, régulation plus souple, tolérance aux irrégularités en échange de capitaux. L'endroit parfait pour un opérateur comme 3Mat, capable d'agir sans éveiller de soupçons. Mais la facilité incite à la complaisance, une faiblesse que Blake Morrison n'avait jamais tolérée. Ce soir-là, 3Mat quitta la salle de sport pour rejoindre sa BMW. Il le trouva là, appuyé contre la portière. « Dr Matt », dit Blake avec courtoisie. « Je crois que vous connaissez ma femme. » En personne, 3 avait une allure élégante et assurée, un charisme forgé par des années de manipulation. Mais Blake discerna une lueur de peur dans son regard, vite remplacée par un sourire faussement charmant. « Pardon ? Nous nous connaissons. » Blake fixa 3 d'un regard glacial. Blake Morrison. Époux de Claire, père d'une fillette de 11 ans que vous avez aidé ma femme à empoisonner. Le sourire disparut totalement. 3 esquissa un geste vers sa poche, mais se figea en remarquant Marcus Webb, 10 mètres plus loin, visage impassible, posture de garde du corps professionnel. Je crois qu'il y a un malentendu, bafouilla 3. Aucun malentendu, coupa Blake. Vous avez séduit ma femme, vous lui avez appris à empoisonner ma fille, et préparé l'héritage de mon épouse après m'avoir éliminé. La seule chose qui reste floue, c'est si vous mourrez vite, ou lentement. Le visage de 3 devint soudain livide, son bronzage coûteux ne trompant plus. Faites ce que vous voulez, mais sachez que je sais tout. 3 Meridian Wellness Consulting. Elena Santos, Carmen Vasquez Miller, Margaret Whitfield, David Chin, Robert Vasquez. Je connais chacun d'eux. Le parking était désert, à l'exception de la voiture de location de Blake et d'une camionnette de surveillance de Marcus. 3, désespéré, observait les issues se demandant si quelqu'un entendrait son cri. « Que voulez-vous » finit-il par demander. Le sourire de Blake était plus glacial qu'un hiver à Chicago. « Je veux que vous me disiez tout, chaque victime, chaque complice, le moindre détail de votre petit commerce de meurtre. Puis je veux que vous m'aidiez à organiser une rencontre avec vos associés. Si vous refusez. » Blake fit signe à Marcus, qui ouvrit les portes arrière de la camionnette, révélant un assortiment d'instruments familiers à 3, tirés de ses propres recherches sur des méthodes de meurtre indécelables. « On aura notre conversation ailleurs, » dit Blake calmement. « Et elle durera beaucoup plus longtemps. » 3Mat, qui en 3 ans avait planifié l'assassinat de riches hommes sans le moindre soupçon, réalisa soudain qu'il faisait face à quelqu'un de plus, professionnel que lui. « D'accord, » murmura-t-il. « Je dirai tout. » Le sourire de Blake s'élargit imperceptiblement. C'était exactement ce que j'espérais. Chapitre 6, le jugement. Dans un entrepôt isolé sur 20 hectares de friches industrielles au sud de Miami, un de ces terrains que les promoteurs ambitieux évoquaient en rêvant de centres commerciaux jamais construits, Blake avait loué les lieux pour 6 mois, payé comptant. Officiellement, il y stockait des engins de chantier pour un fameux projet. En réalité, 3Mat était ligoté à une chaise, les poignets et chevilles entravés, au centre d'un vaste espace vide. Blake Morrison, lui, était assis en face, à une table pliante, un dictaphone numérique posé devant lui et une épaisse chemise manila pleine de preuves à portée de main. « Commençons par les bases, » déclara Blake d'un ton posé, « combien de personnes avez-vous tué ?» La confession de 3 dura 6 heures. Blake était un interrogateur patient, méthodique, répétant chaque question sous différents angles jusqu'à obtenir une vérité complète.
Marcus Webb, toujours aux aguets, veillait près de l'entrée et consultait son téléphone, attendant les signaux des équipes de surveillance filant Elena Santos et Carmen Vasquez-Miller. L'ampleur du réseau de Troyes était terrible de précision et de cruauté, 17 meurtres en 4 ans, chaque mort soigneusement mise en scène comme un accident ou un suicide. Les victimes, des hommes fortunés aux situations familiales complexes, étaient repérés via les réseaux sociaux et les sites de rencontres. C'était là que Troyes, avec son flair sinistre, faisait son œuvre. Son modus operandi était diaboliquement simple, séduire l'épouse ou la fille de la cible, gagner sa confiance sous prétexte de réconfort, puis suggérer la libération, par accident minutieusement orchestré ou maladie subtile. La femme fournissait l'accès et les alibis, Troyes apportait l'expertise technique et le poison, la prime était divisée en 3, un tiers pour la femme, un tiers pour Troyes, et un tiers pour Elena et Carmen, qui recrutaient de nouvelles cibles. 17 familles, souligna Blake doucement. 17 hommes qui ont donné leur confiance aux mauvaises personnes. Ce n'était pas personnel, répéta Troyes pour la 5e fois. Juste des opportunités d'affaires. Ma fille a 11 ans, intervint Blake. Vous prévoyiez de l'exclure de mon testament? Vous menaciez de divorcer pour la laisser sans rien? Un rire cruel, grinçant, échappa à Blake. Je n'ai jamais menacé de divorcer. Lily héritera toujours de tout. Claire savait ça, mais elle vous a menti. Elle vous a raconté ce que vous vouliez entendre pour qu'un inconnu tue ma fille. Et vous avez cru parce que ça facilitait votre plan. Troyes pâlit, les mots de Blake faisant leur chemin. Blake se leva, traversa l'entrepôt et s'arrêta près d'une fenêtre, observant les friches. Le soleil couchant embrasait le ciel de Miami de teintes incandescentes, sang et feu. À Chicago, Lily dînerait ce soir avec sa grand-mère, en sécurité, en santé, ignorante du drame que sa mère avait fomenté contre elle. Voici ce qu'il va se passer, dit Blake calmement, sans se retourner, vous appelez Elena et Carmen, vous leur annoncez l'imminence d'un raid du FBI. Un danger pour tout votre réseau. Vous organisez une réunion ici ce soir pour détruire les preuves et préparer votre fuite. Ils vous croiront, les psychopathes comme vous vivent dans la peur malgré leur prétendue intelligence. Vous pensez toujours être les plus malins. Puis, une fois toutes les parties arrivées, on aura une discussion de groupe. Sur les 17 familles brisées, les morts, les enfants laissés orphelins, les veuves privées. Et ensuite, vous allez tous disparaître. Nous ne pouvons pas tous les tuer, demanda Troyes. Non, répondit Blake, car la police finirait par retracer les preuves, comptes bancaires, billets d'avion vers des pays sans extradition, mais paniqués. Un sourire serein éclaira encore le visage de Blake. J'ai eu 48 heures pour planifier votre disparition. Quand le monde réalisera que vous n'êtes pas au Cayman Island, il ne restera plus rien pour vous identifier. À ce moment, Marcus apparut dans l'embrasure de la porte. Ils arrivent. Les 2 véhicules sont juste là, à l'heure. Blake vérifia sa montre. Il était 21h23. Je leur ai laissé 1 heure. Ils sont assez rapides. Je veux qu'ils restent calmes à leur arrivée. Pas d'alerte, pas d'indice, juste 3 criminels en réunion d'urgence pour échapper à la justice. L'entrepôt, préparé dans les détails, avait ses tours, les tours cellulaires neutralisées, aucune communication possible. Des caméras captureraient chaque confession, chaque nom, chaque mot. Enfin, le lieu était piégé d'explosifs pour raser toute preuve. Elena Santos arriva la première, au volant d'un SUV Mercedes qui valait sans doute plus que 2 années de revenus de la plupart des gens. Élégante, cultivée, totalement amorale, elle entra dans l'entrepôt comme si elle en possédait la clé. Carmen Vasquez-Miller la suivit 5 minutes plus tard, en Tesla, nerveuse mais résolue, la plus récente recrue du réseau, sans doute. Blake se demanda combien de crimes supplémentaires il lui faudrait pour atteindre l'indifférence quasi royale d'Elena. « Quelle est l'urgence ?» demanda Elena dès qu'elle aperçut Troyes. « On a un gros problème », répondit Troyes, suivi fidèlement par Blake. Blake émergea de l'ombre où il s'était dissimulé derrière un pilier, tandis qu'Elena instinctivement cherchait son arme dans son sac. Marcus surgit derrière Carmen, arme au poing. « Mesdames, dit Blake d'un ton aimable. Je suis Blake Morrison. Il paraît que vous travaillez avec ma femme.
Une des plus minutieuses séances de débriefing commençait, Blake souhaitait nom, date, méthode, tous les détails. Il exigeait les dossiers financiers, voulait connaître chaque victime, chaque filière, le moindre détail de l'opération qui avait voulu anéantir sa famille. Elena se dressa avec orgueil, elles offraient simplement un service aux femmes malheureuses, piégées dans des mariages vides. Carmen s'effondra, laissant couler des aveux, des meurtres planifiés, des familles brisées. 3, lui, resta impassible, mécanique, brisé. À minuit, Blake avait reconstitué le puzzle, 17 meurtres, 14 héritages subtilisés, et 3 opérations toujours en cours à Boston, Denver et Seattle orchestrant plus de 60 millions de dollars en 4 ans. Leur projet, s'internationaliser. Vous êtes malade, siffla Elena. Vous avez assassiné 17 innocents, manipulé des épouses et sœurs pour devenir des meurtrières, et tenté de tuer ma fille de 11 ans, répliqua Blake d'un ton glacial. Il se leva et gagna la table où Marcus avait disposé les instruments, scalpel, matériel médical, produits chimiques, tout pour faire disparaître toute trace. Il choisit une scie à os. Votre erreur, avoir cru que Blake Morrison n'était qu'un riche ballot. Vous ne l'avez pas assez étudié. Le front d'Elena tressaillit. Que veux-tu? De l'argent? On peut payer et s'enfuir. Je veux justice, que ceux qui savaient disparaissent, et que ma fille grandisse sans vous. Blake esquissa un sourire presque paternel. Fort heureusement, j'ai les moyens. Le chariot brûla 6 heures avant que les pompiers de Miami n'interviennent. Coup de foudre, dit l'enquête, un court-circuit dans un bâtiment promis à la démolition. Aucun reste humain, mais preuve d'une destruction hâtive de documents et d'ordinateurs. Les retraits massifs de Troy, Elena et Carmen avant l'incendie, leurs billets pour les îles Caïmans. Le FBI conclut à leur fuite. Claire Morrison, en prison à Chicago, plaida coupable, perpétuité sans libération possible, en échange de sa coopération. Elle ne sut jamais pourquoi Troy n'avait jamais tenté de la contacter ni soutenu son procès. Blake, veuf à nouveau, s'installa en pantouse protégée à Chicago avec Lily, sa fille. Il ne parla jamais du feu, ou des hurlements de Troy, Elena et Carmen. Certaines histoires restent silencieuses. Chapitre 7, Nouvelle fondation. 6 mois plus tard, dans le Pantouse, Blake apprenait à Lily à faire des pancakes. Elle riait, appelant sa crêpe qui s'était pliée en deux un taco pancake. Devant cette insouciance, Blake sentit une colère protectrice quand Lily déclara « Papa, tu cuisines mieux que maman ». Il resta calme, avec la pratique, on deviendra tous les deux meilleurs. Le Pantouse était une forteresse, cloisons blindées, surveillance militaire, tutrice privée pour Lily. Elle pensait que tout cela était dû à la maladie de sa mère, ignorant que Blake éliminait en secret d'autres réseaux criminels similaires. Ce même jour, Blake rencontrait l'inspecteur Rodriguez, 12 autres victimes identifiées depuis 6 ans, toutes mortes, laissant des héritages volés. Piste froide dans les Caïmans, argent disparu dans des sociétés écrans. Blake répondit, « J'espère qu'ils ne reviendront jamais. Certains sont trop dangereux. » Le soir, Blake et Lily poursuivirent leur routine, devoirs, lecture, baiser du soir. Mais dans l'ombre, Blake poursuivait son propre travail d'une justice extrajudiciaire, d'une efficacité chirurgicale. Boston, explosion, accidentelle, supprimant un ex-pharma nommé Kenneth Phillips et sa bande. Denver, avalanche ciblée éliminant Docteur Sarah Manning et ses complices. Los Angeles, un réseau hollywoodien traqué à présent. Chapitre 8, la chasse finale. 1 an après l'incendie, Blake reçut une invitation trouble, au nom de Morrison, mémorial pour Troy, Elena et Carmen aux Bahamas. Signé D, un ami qui se souvient. Une invitation originale, postée depuis l'offshore. Son frère Paul reçut la même chose à l'hôpital. Quelqu'un connaissait tout. Blake réagit immédiatement, Paul décolla pour Genève, Lily partit en refuge chez sa grand-mère à Highland Park. Lui-même, en pleine préparation, déploya Marcus et son équipe de 6 anciens soldats pour surveiller le Pantouse. 3 scénarios possibles, gouvernement, résidus de l'ancienne organisation, ou un tout nouveau groupe.
Il décida de ne pas se rendre lui-même mais fit envoyer un sosie pour assister au mémorial. Lui, sous un autre nom, serait à Nassau 3 jours avant l'événement, repérage, surveillance, en tant que Michael Brennan, investisseur canadien. Là-bas, surprise, Ashley Kim, présumée morte, était vivante, sous les yeux de Blake. Autrefois éliminée par lui à Rio, elle se présentait ici. Qui avait compromis son réseau? Quelqu'un les surveillait depuis toujours. Et l'intelligence, elle égalait la sienne. Le samedi soir arriva, accompagné d'un coucher de soleil tropical qui teignit le port de Nassau de reflets d'or et de carmin. Blake s'était positionné sur une colline surplombant le complexe hôtelier. Il était équipé d'un fusil à lunettes de précision et d'un dispositif de communication qui lui permettait de suivre la cérémonie commémorative à une distance sécurisée. Les invités commencèrent à arriver à 19 h. Blake reconnut plusieurs visages issus de ses dossiers cibles, des membres des familles des victimes assassinées, des agents des forces de l'ordre ayant travaillé sur l'affaire du Centre Méridien Wellness, et d'autres individus non identifiés, mais qui se déplaçaient avec l'assurance professionnelle caractéristique des agents de renseignement. À 19 h 30, son double fit son apparition, à bord d'une Mercedes de location, jouant le rôle de Blake Morrison, venu assister à une mystérieuse cérémonie. Blake observa par sa lunette l'homme se faire escorter à l'intérieur du complexe, protégé par un service de sécurité visiblement plus soucieux de sa protection que de son arrestation. À 20 h, une femme sortit du bâtiment principal pour rejoindre un podium faisant face à la plage. Blake ajusta son viseur, et son monde bascula. Claire Morrison. Vivante. Et libre. Elle se tenait là, bien réelle, alors qu'elle était censée purger une peine à perpétuité dans une prison de Chicago. Sa femme. Celle qui était supposée avoir disparu à jamais. Sa voix s'éleva, portée par des haut-parleurs dissimulés dans le jardin tropical. Merci à tous d'être venus pour rendre hommage à Troy, Elena et Carmen. Ils sont morts parce qu'ils ont essayé de m'aider à fuir un monstre qui se faisait passer pour un mari aimant. Blake glissa l'index sur la détente de son fusil alors que Claire poursuivait. Blake Morrison est un assassin. Il a tué mes amis. Il a menacé notre fille. Il a convaincu le monde que j'étais la vraie criminelle. Mais ce soir, nous allons révéler au monde qui est réellement Blake Morrison. Le piège était d'une perfection glaciale. Son double était encerclé par des témoins, des caméras, et des agents fédéraux persuadés d'assister à une confession publique. L'évasion de Claire, la fausse mort d'Ashley Kim, l'invitation à la cérémonie, tout n'avait été qu'un plan soigneusement orchestré pour pousser Blake à se trahir. Mais Blake Morrison n'avait pas bâti son empire pour se jeter dans les filets d'autrui. Il enclencha la première des charges explosives qu'il avait dissimulées lors de sa reconnaissance. L'explosion plongea le complexe dans l'obscurité, réduisant à néant le système électrique. L'éclairage de secours s'activa automatiquement, mais Blake avait tout prévu. Une seconde détonation neutralisa également cette source d'énergie. Le chaos s'empara de la nuit. Dans la confusion, Blake devint un fantôme. Grâce à sa vision nocturne, il se mouvait dans les ténèbres comme un prédateur. Ses armes à silencieux réduisirent au silence ceux qui se trouvaient sur son chemin, sans alerter leurs camarades. Son double fut exfiltré par l'équipe de Marcus Webb, tandis que le véritable Blake partait en chasse. Ashley Kim fut la première. Il la trouva cachée dans une salle de bain, tremblante. Son couteau fit son œuvre, rapide, silencieux. Sa seconde mort serait plus crédible que la première. Claire, elle, était mieux protégée, entourée par des agents fédéraux, visiblement chargés de l'évacuer. Mais Blake avait un avantage, il connaissait les lieux comme sa poche, et avait disposé des explosifs pour canaliser leurs mouvements. La troisième explosion fit s'effondrer l'aile du bâtiment. Les gardes de Claire furent contraints de la conduire vers la plage, là où Blake les attendait. Son fusil en main, sa patience infinie. Sa femme mourut en l'appelant « monstre », au moment où la balle lui traversa le cœur. Les agents tombèrent à leur tour, rejoignant la liste croissante des victimes. Ce drame serait plus tard rapporté comme un attentat terroriste visant des citoyens américains en vacances. Blake Morrison quitta l'île sans être inquiété. Son plan d'évasion, mis en place des mois à l'avance, s'exécuta avec précision, hors bord jusqu'à un aérodrome privé,
vol affrété vers une planque, puis enchaînement de vols commerciaux sous différentes identités, jusqu'à son retour discret à Chicago. L'enquête officielle conclut à une attaque terroriste contre des agents américains impliqués dans des enquêtes financières internationales. Parmi les victimes, Claire Morrison, épouse d'un homme d'affaires de Chicago, plusieurs agents fédéraux, et des clients du complexe. Blake, interrogé comme victime potentielle, exprima son choc, son chagrin. Il s'étonna même à haute voix de la présence de Claire aux Bahamas au lieu de sa cellule. Ses alibis furent solides, appels téléphoniques, caméras de sécurité, présence continue à son bureau. Son jet privé n'avait jamais quitté l'aéroport d'Ohare. Il fut lavé de tout soupçon. Veuf. Père célibataire. Victime de conspiration criminelle et de violences terroristes. 2 semaines plus tard, Blake préparait le petit déjeuner dans la cuisine de son penthouse. Sa fille Lily était rentrée de vacances surprise avec sa grand-mère. Elle babillait joyeusement à propos de sa semaine à Highland Park, tandis que son père, en silence, planifiait ses prochaines actions. Le réseau qui avait tenté de le piéger n'était plus. Mais Blake savait qu'il y en aurait d'autres. Des criminels, des agences, des manipulateurs. Tous finiraient par apprendre la même leçon. On ne piège pas Blake Morrison. On ne menace pas sa famille. Et ceux qui tentaient, ne survivaient jamais. Chapitre 9 L'Empire de Cendres. 3 ans s'étaient écoulés depuis le carnage de Paradise Island. L'empire de Blake Morrison avait grandi au-delà de toute projection. Ce qui n'était au départ qu'une quête de justice personnelle s'était transformé en un réseau mondial, silencieux, implacable, qui éradiquait les organisations criminelles avant qu'elles ne puissent faire du mal. Lily, maintenant âgée de 14 ans, fréquentait une école privée d'élite à Chicago. Elle vivait dans le Penthouse Fortress, protégée, choyée, totalement ignorante du rôle réel de son père dans certaines sphères de l'ombre, l'un des noms les plus redoutés de la planète. Ses entreprises légales prospéraient, dissimulant à merveille ses véritables opérations. Morrison Développement avait des projets dans 12 pays, lui offrant ressources et personnel hors de portée des canaux traditionnels. Sa fortune officielle dépassait les 2 milliards de dollars, générant assez de revenus pour financer des opérations noires illimitées. Mais l'essentiel de son attention se portait sur l'empire illégal, 47 organisations criminelles démantelées en 3 ans. Arnaque à l'héritage, trafic humain, assassinat politique. Certaines avaient disparu dans des accidents, d'autres dans des conflits internes déclenchés par ses agents. Quelques-unes, enfin, avaient été anéanties de manière spectaculaire pour servir d'avertissement. Aucune structure formelle. Aucun siège. Aucune hiérarchie. Juste des cellules autonomes, spécialisées, ne communiquant qu'à travers des canaux cryptés. Tous ne connaissaient qu'un nom, l'architecte. Un jeudi d'octobre, Blake examina les rapports de sa division européenne. Un réseau de traite basé à Amsterdam avait été éradiqué. L'incendie du dépôt fut officiellement attribué à un court-circuit. Personne ne soupçonnait les 2 mois de préparation méticuleuse derrière l'opération. Son téléphone sécurisé vibra. Un message de Marcus Webb, devenu son commandant opérationnel. Cible prioritaire identifiée. Localisation, Chicago. Pertinence personnelle, élevée. Le sang de Blake se glaça. Menace à Chicago égale menace pour Lily. Il appela immédiatement. De quoi s'agit-il? Tu te souviens de l'inspectrice Rodriguez? Celle de l'affaire Meridian? Blake s'en souvenait bien, compétente, fouilleuse, et trop près de la vérité. Elle mène une enquête non autorisée sur Paradise Island. Elle relie l'affaire à Boston, Denver. Elle reconstitue les opérations d'élimination. Rodriguez n'était plus une simple curieuse. Elle devenait une menace. Une faille. Blake fixa sa montre. 20h30, Lily était à la maison, en sécurité. « Je m'en occupe personnellement, dit-il. C'est une flic, Blake. Si elle disparaît. Elle ne disparaîtra pas. Elle aura un accident. Une fin tragique. Mais crédible. Une collision nocturne sur l'Akersor Drive. Somnolence au volant. Dossier classé. À 23h47,
Rodriguez sortit du poste de police. Épuisé. Héroïque. Aveugle à la mort qui l'attendait. Blake observa en silence. Le dispositif s'activa au point prévu. La Honda Civic traversa la voie, s'écrasa contre un muret à 70 km/h. L'accident fut jugé banal. Il assista même à ses funérailles. Présenta ses condoléances. Fit un don. Et le monde oublia. Mais Blake n'oublie jamais. Maybe 32 is enough. Oh, there's one right here. That's the sky. Holy. Alrighty. Oh, you know what I need? I need coal. Just to cook up all this gold. Oh, well, okay, well this will probably be enough. 25? It's not bad. See if we can't. There's some. Excuse me? You guys saw that, right? It just bounced off his head. The F? Is this the stream? This is the one, man. Blue Crab, this is the stream. Where are my believers at? Okay, right there, right there, right there. I see you. Oh, that's not sunlight. It's not. Oh. Oh, what the hell? Oh, it's still not working. God damn it. Why did that start now? Whoa, 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 whoa. Chill, chill, chill. Whoa, chill, 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 chill. Okay, so it is not finding a username. Sorry, chat. My brain is going burr right now. I'm trying to figure out why that is broken. Spawn is legitimately Warzone. Okay. And there it is. Excellent. We actually came out the same way we went in to that cave, which I never do. Alright, we got our full diamond. We got lots of food. We've got lots of gold. I think we're ready to go. Ladies and gentlemen in the chat room, we just gotta cook. We just gotta cook. Oh god, it really is a war zone out here. Okay, we're just gonna go right over here and sleep. We got out the same way we got in. I think there is a quote system. I've never used it. I think maybe a mod has to do it. Uh-oh. How much mana does top 5 have? You can do exclamation point leaderboard to find out. I am working on doing an on-screen thing whenever someone does the leaderboard. Okay.
here we are. Clear some space. Has Welcome In come yet? No. No, he is not. Alright, 5 for an eye. 1, 2, 3, 4, 5.